Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, on va passer l'actualité en revue. On va parler de projets bruxellois, de destinées catalanes et de régions, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, il y aura 2 invités politiques bruxellois et 4 experts. Les 4 experts sont... Elle adore les régions en général. Elle écrit pour vivreici.be. Bonjour Aurore Pénois. Bonjour. Il compare les communications des régions et des pays. Bonjour Christophe Ginisti. Bonjour Jean-Jacques. Elle teste les produits régionaux chez Testacha. Bonjour Julie Frey. Bonjour. Et il se méfie du nationalisme. Bonjour Michel Gueude. Bonjour Jean-Jacques. Alors on commence par le sud de notre continent, l'Espagne. La Catalogne a voté dimanche pour son autodétermination lors d'un vote considéré comme illégal par l'Espagne et durement réprimé. Alors craint-on une contagion? Où vont les États-nations? Voici l'avis de Jean-Michel De Waal, le politologue de l'ULB. C'était mardi dans le magazine M. Je pense qu'on va vers des tensions terribles dans les États-nations. Je pense que les États-nations connaissent des tensions parce qu'ils sont à la fois mis en péril par la globalisation, parce qu'ils confient toute une série de pouvoirs à l'Europe, vu la globalisation, en disant voilà, au niveau étatique, on ne peut pas résoudre les problèmes, donc il faut donner plus de souveraineté à l'Europe. Et donc les États-nations sont coincés. Partout, on régionalise de plus en plus. Partout, on donne plus de pouvoir aux régions et on donne plus de pouvoir à l'Europe. Alors les États-nations risquent un peu de s'évaporer. Et d'autre part, on voit bien que les sentiments nationaux restent extrêmement forts à toute une série de moments. Le sentiment national, on n'en a pas fini avec les États-nations, mais les États-nations connaissent une période de remise en cause comme ils n'en ont, à mon avis, jamais connue. Alors Aurore Pénois, vous avez vécu et travaillé en Catalogne, et la Catalogne, on en parle beaucoup ces derniers jours à Bruxelles. C'est le moins qu'on puisse dire, un petit peu partout en Europe. Ouais. Déjà au moment des attentats, effectivement, on sentait dans la communication qu'ils essayaient de marquer les esprits en faisant toutes les conférences de presse en catalan. Alors évidemment ici, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, on en parle d'autant plus. Il est intéressant aussi de voir que dans les résultats qui commencent à arriver, quand on parle de différents bureaux de vote en Catalogne, on se rend compte que par exemple il y a eu 300% d'augmentation de vote par rapport aux listes qui étaient enregistrées. Maintenant, ce que j'ai peur et ce que je commence à constater aussi, c'est que finalement, par rapport aux Catalans, que ce soit à Barcelone ou dans les régions différentes, c'est que des personnes qui n'étaient pas spécialement pour l'indépendance, finalement rejoignent le groupe uniquement, entre guillemets, pour embêter l'État central. Donc il n'y a pas uniquement que l'envie de donner une identité spécifique, mais presque juste d'embêter en face, en fait, parce que la violence était tellement forte que c'est un moyen de rébellion, entre guillemets. Alors Christophe Ginisti, on a dit souvent que la Catalogne avait gagné la bataille de la communication. Est-ce que c'est vrai ? Alors la Catalogne a gagné la bataille de la communication parce que la violence qui a été produite contre des gens qui venaient voter, qui n'étaient pas des belliqueux, qui n'étaient pas des gens enragés, qui venaient simplement voter, a marqué les esprits, elle a fait le tour du monde. Et le gouvernement espagnol a tellement bien compris que cette communication était désastreuse que vendredi, donc hier, le préfet espagnol en Catalogne, a présenté à la télévision ses excuses vis-à-vis du peuple catalan en disant qu'il regrettait les violences policières. C'est la première fois. C'est la première fois. Et donc il a présenté hier ses excuses en disant qu'il regrettait les violences policières et qu'il veillerait à ce que ces violences ne se reproduisent pas. Donc là, il y a vraiment un cas de communication qui a été absolument désastreux pour le gouvernement central espagnol. Et à mon avis, ça, c'est un vrai problème qui sera à l'origine de la contagion. Parce que les gens se diront finalement, nous voulons être traités comme des citoyens et ne pas être traités comme ça. Le droit de vote est un droit fondamental, quelles que soient les raisons, et on ne peut pas se comporter comme ça dans des bureaux de vote. Donc un effet boomerang terrible. Julie Frère ? Mais simplement, je trouve que c'est une situation très triste en fait aujourd'hui parce qu'on arrive à une situation de non-dialogue total. On a eu d'une part des violences policières qui sont complètement inacceptables. On a eu d'autre part au niveau communication, quand même de la part de la Catalogne, une communication très très forte et très peu de remise en question, très peu d'appel au dialogue aussi. Donc on a eu l'impression d'un deux blocs qui se forment, il n'y a plus de communication possible. On voit aussi qu'il y a des gens, Aurore parlait de gens qui rejoignent la masse, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent tout à fait pris en otage parce qu'aujourd'hui, je pense que pour quelqu'un qui n'est pas indépendantiste en Catalogne et qui n'affiche pas son drapeau sur son balcon, c'est pas évident à vivre non plus. Donc en fait, on arrive dans une situation de blocage total et l'absence de dialogue, malheureusement, mène à ce genre de situation. Donc c'est tout à fait déplorable ce qui s'est passé et j'espère que ces excuses ont notamment contribué à ce que le dialogue se renoue un petit peu.
Michel Gueud. Le dialogue, c'est ça la démocratie. Et précisément, l'arme du référendum est une sorte de perversion de la démocratie. D'une part parce que la question est enfermante par définition, alors que nos problèmes, de manière générale, sont en général multiples et ne se laissent pas résumer à un choix binaire. Et d'autre part, il ferme le dialogue. Une fois que le référendum a eu lieu, il n'est plus possible de revenir en arrière. C'est la majorité qui a décidé, point. Alors que la démocratie... La majorité. En plus, on est à 40%. En plus, dans ce cas-ci spécifique. Mais mon raisonnement est plus large. C'est le référendum en général. Même quand il est consultatif, aucun gouvernement ne peut faire comme s'il n'avait pas eu lieu. Il est obligé de suivre. Et donc, c'est le contraire de la démocratie dans laquelle les décisions ne sont jamais définitives. Elles sont toujours amendables. Il y a toujours un dialogue qui suit une décision pour l'adapter, la faire accepter par les minorités, par les oppositions. Elle peut être remise en question. Donc la démocratie, et le référendum, c'est pas du tout compatible en fait, à mon sens. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques qui ont des avis bien tranchés là-dessus, puisqu'on reçoit Johan van den Driesch de la NVA et Fabien Minguin de Défi. Je leur propose de nous rejoindre. Il négociera en 2014 à la hauteur de la table autour de moi. Alors Fabien Minguin est député bruxellois Défi, conseiller communal à la ville de Bruxelles. Johan van den Driesch est député bruxellois NVA, conseiller communal à la ville de Bruxelles aussi. C'est leur seul point commun. Ils sont tous les deux dans l'opposition à la ville de Bruxelles. Et je vais commencer par vous, Johan van den Driesch, par rapport à notre sujet sur la Catalogne et ses effets en Europe et en Belgique. La NVA est vraiment à fond derrière la Catalogne. Vous êtes catalan, en fait, vous, Johan van den Driesch. Écoutez, je crois que ce qui s'est passé est quand même un peu effrayante. Parce que, vu, je dirais, la violence, mais aussi d'un partenaire. La Belgique est partenaire avec l'Espagne en Europe. Donc, c'est un manque de démocratie, de réflexe de démocratie, par un partenaire ici en Europe. Et je trouve ça effrayant aussi que l'Union européenne n'a pas réagi plus forte et plus vite. Mais vous étiez satisfait de la réaction du Premier ministre Bien sûr. Charles Michel? Bien sûr. Oui. Il a pris sa responsabilité et je trouve ça très logique. Et vous, Fabien Minguin, vous, est-ce que vous êtes pro-catalan, pro-indépendantiste? D'abord, moi je remarque quand même que la NVA, quand on connaît un peu l'histoire de la Catalogne et la lutte de cette partie de l'Espagne contre le régime franquiste, être soutenue par un parti comme la NVA doit certainement en mettre mal à l'aise plus d'un. Et puis, si la NVA est finalement à ce point désireuse de permettre au peuple de déterminer où ils ont envie de vivre, on aimerait qu'ils mettent la même énergie à donner cette possibilité aux francophones de la périphérie. Ça, c'est pour le premier aspect. Sur le deuxième aspect, ce qui est plus inquiétant, c'est justement la remise en cause de ce projet européen. Et donc, ça ne m'étonne pas que M. van den Driesch soit satisfait de la réaction du Premier ministre, qui, dans un premier temps, avait effectivement eu une réaction assez mitigée, mais qui, hier, finalement, au Parlement, a louvoyé pour ne pas fâcher son partenaire de majorité. Et donc, voilà, moi, je crois véritablement qu'il y a, et le professeur De Waal l'expliquait très bien, une vraie tension sur l'État-nation. Il y a un vrai débat qui se crée. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'en sortir vers le haut avec un vrai projet européen et qu'on ne remette pas en cause cette nécessaire solidarité entre des régions qui sont sans doute plus riches et qui veulent à un moment aller contre cet esprit européen et remettre en cause cette solidarité qui doit être existante au sein des États. Ce que disait M. van den Driesch, est-ce que la Belgique doit se fâcher contre l'Espagne, son partenaire européen? Je crois, et ça a été dit, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est remettre les conditions d'un dialogue au sein de cet État de l'Union européenne et essayer de préserver ce projet, cette philosophie européenne. Et alors, Johan van den Driesch, je prends en note que Défi ne veut pas condamner, je dirais, cette violence ici en Europe. Et ça, je trouve aussi vraiment très effrayant. Vous ne condamnez pas? Hier, à la Chambre, jeudi à la Chambre a condamné la violence. Et il est vrai que c'est un vrai souci d'utiliser comme ça, au-delà des questions de légalité du vote. Effectivement, je crois qu'on n'a pas d'ambiguïté là-dessus. Les ambiguïtés de la NVA sur la question des francophones en périphérie et du respect. Posons la question, Johan van den Driesch. S'il y avait un référendum, une autodétermination des 6 communes à faciliter, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'ils ont le droit de voter? Eh bien, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de francophones qui préfèrent de déménager vers ces 6 communes flamandes à facilité. Et ils se sentent apparemment très bien parce que c'est leur propre choix pour déménager. Et en plus, je vais vous dire, on a Vivaquois
les communes à facilité, communes flamandes facilité, ont décidé de quitter vive à quoi l'instance bruxelloise. Donc je ne crois pas que dans ce côté-là, il y a beaucoup de problèmes. Je crois que vivre là, pour les francophones, c'est très positif. Si jamais il y a un référendum là, c'est pas grave, puisqu'ils voteront tous pour la Flandre, c'est ça que vous dites. Donc vous accepteriez qu'il y ait un référendum. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez si, s'il y avait un référendum, s'ils étaient demandeurs d'un référendum, est-ce que vous l'accepteriez? L'organisation d'un pays, quel est le but? Le but d'organiser un pays, c'est jamais l'organisation comme telle. L'organisation d'un pays, c'est un moyen pour organiser la démocratie et la solidarité. Et nous, comme nationalistes inclusifs, ça veut dire que tout le monde est bienvenu. Ça n'a rien à faire avec l'origine de la personne. Tout le monde qui est préparé à s'inscrire dans nos normes et valeurs, est le bienvenu. Et pour nous, ce niveau de communauté est le meilleur niveau pour organiser la démocratie et la solidarité. Ben, vous ne répondez pas à ma question. J'ai bien compris que c'est plutôt non, quoi. Je laisse ça aux gens qui doivent, je dirais, décider cet aspect. Okay. C'est un petit aspect sur toute la situation de l'organisation de la Belgique. Il ne faut pas en prendre un point spécifique. Mais par contre, quand il faut aller faire de l'ingérence en Espagne, là, on voit bien la force de la NVA et son militantisme. Mais parlons peut-être des autres régions. Est-ce que ça peut... on parlait de contagion. Est-ce qu'il y a une contagion possible, Johan van den Dijk, vers d'autres régions d'Europe? Parce qu'il y a l'Écosse, il y a le Pays Basque, ce sont quand même des évolutions qui sont normales et qui se passent déjà pendant des années et des années. Le futur des États-nations est sous pression, et ce qui est logique, parce que c'est quelque chose, la plus grande partie des nations ont été créées d'une façon un peu artificielle, et maintenant on voit les limites. Fabien Minguin ? Oui, je crois que ça démontre bien qu'effectivement, nous sommes à l'opposé de la NVA, qui est un projet anti-européen finalement, et nous préférons effectivement essayer de porter ce projet européen. Et donc c'est cela qui nous inquiète dans la crise aujourd'hui en Espagne, mais qui pourrait arriver... Johan van den Dijk ? Pas du tout. On était, je dirais, la Volksunion et la NVA. La Volksunion à l'époque était un des premiers parti politique en Belgique pour tirer la carte de l'Europe. Donc, non. Mais naturellement, il faut avoir une Europe démocratique et naturellement aussi efficace et qui gère ses budgets d'une façon optimale. Christophe Génisty, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je crois qu'il ne faut pas non plus remettre de l'Europe partout. Les Catalans ne sont pas des anti-européens. Ils n'ont pas fait ce... Ils veulent rester au sein de l'Europe. Ils veulent rester parfaitement au sein de l'Europe. Donc c'est absurde de les opposer à l'Europe. Et c'est absurde de croire que leur volonté de référendum, c'est une réaction contre l'Europe. Non, c'est une volonté essentiellement culturelle, portée par un mouvement politique, une série de mouvements politiques qui veulent revendiquer, comme vous le disiez, un certain nombre de valeurs et ce genre de choses. Mais ils sont fondamentalement pro-européens. Michel Gueule ? Ils ne peuvent pas être fondamentalement européens. Ils ne sont déjà pas d'accord de partager leurs décisions avec les Espagnols avec qui ils vivent depuis des centaines d'années. Comment le feraient-ils avec des Polonais ou avec des Ukrainiens ? Et d'autre part, le choix est clairement posé. Ils savent qu'en sortant de l'Espagne, ils sortent de l'Europe. Et les autorités européennes viennent de le rappeler. Si vous sortez, vous sortez. Et donc, le choix qui leur est posé, effectivement, c'est sortir de l'Espagne et de l'Europe ou pas. Donc, ils ne sont pas pro-européens. Johan van den Dijk, quand vous entendez ça, est-ce que ça vous fait réfléchir sur l'aspect des velléités indépendantistes pour la Flandre, de dire, est-ce qu'il y a un risque, si jamais on va jusqu'au bout de la demande d'indépendance de la Flandre, de dire que l'Europe dise, non, ça veut dire que vous quittez l'Europe, si vous quittez la Belgique. Là, c'est aussi une question de stratégie. Naturellement, je comprends l'Europe qui essaye de se défendre. Mais je serais quand même curieux de savoir, dans le cas où l'Écosse quitte l'Angleterre ou l'United Kingdom et que l'Écosse demande d'entrer dans l'Europe. Je me demande comment la réaction sera de l'Europe. Probablement oui, naturellement. Oui, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que, pour rebondir, historiquement aussi, les Catalans ont souvent demandé à dialoguer avec l'État central, ce qui a été souvent refusé, et qu'il est encore refusé malgré les tensions des dernières semaines. C'est quelque chose qui est complètement à
l'opposé de ce qu'on a l'habitude de connaître ici, où on passe beaucoup par la négociation. Là, en Espagne, la négociation est juste fermée. C'est pas le même genre d'État. On parle d'un État unitaire. Ici, en Belgique, c'est pas le cas. Elle n'a pas toujours été fermée. La négociation Zapatero avait négocié un accord qui était très acceptable par les... Mais qui n'a pas été suivi financièrement derrière. Rajoy n'a pas suivi. Allez, on va laisser les spécialistes de l'Espagne là, de leur côté. On va passer à notre sujet suivant. On va parler du centre de réfugiés annoncé avant le week-end dernier par Rudy Verwoerd. Eh bien, ce centre tarde à sortir de terre. Début de semaine, on promettait d'en reparler au gouvernement. Ça n'a pas été fait. Reportage de Camille Tanquin et de Marjorie Fellinger. Que vont devenir les migrants en transit à Bruxelles? Rudy Verwoerd propose la création d'un centre d'accueil. Son coût, 500 000 €, de quoi faire bondir l'opposition. Je pense que c'est une erreur dans la mesure où il ne faut pas confondre des sans-papiers qu'on héberge parce qu'ils sont demandeurs d'asile à Bruxelles, que la procédure est en cours, refusée ou non, etc., avec des personnes en fait qui sont en transit, qui ne veulent pas du tout s'intégrer ni à Bruxelles ni en Belgique. Même constat du côté de Theo Franken. Si le PS souhaite volontiers un deuxième Calais parce que cela lui est plus intéressant sur le plan électoral, il n'a qu'à le dire. À mon sens, ce signal est en contradiction directe avec la vision de la ville de Bruxelles. Face aux critiques, Rudy Verwoerd l'assure, il ne fera rien sans l'accord du fédéral. En attendant, le parc Maximilien se vide. Les migrants sont logés et nourris chez l'habitant. Tous les soirs, plus d'une centaine de familles les accueillent. On a dans le passé distribué des sacs de couchage, on aurait pu distribuer des tentes pour abriter toutes ces personnes. Aujourd'hui, la réponse est claire. Le Calais à Bruxelles n'existe pas, pas arrêt pour le citoyen. Et donc, ce qu'on répond, c'est qu'il est temps d'offrir une solution structurelle pour que tous ces citoyens qui ont montré leur humanité puissent obtenir de leur gouvernement une réponse à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Selon nos informations, la Croix-Rouge a été contactée par la région il y a une dizaine de jours. Objectif, s'occuper du nouveau centre, mais depuis, plus de nouvelles. Alors, Michel Gueux, de ce centre d'accueil, vous croyez qu'il va vraiment exister ? En tout cas, pas dans l'urgence. C'est tout de même extraordinaire. C'est une preuve, je trouve, de l'inefficacité de l'usine à gaz institutionnelle qui est la nôtre. On a du fédéral, on a la ville de Bruxelles, on a la région. Il y a une situation d'urgence qui est de l'ordre du pompier qui arrive pour éteindre l'incendie. Et tout le monde dit « Ah ben je ne sais pas, c'est toi qui dois payer, non c'est pas moi, tu vas faire... » C'est inacceptable. Et il y a des gens qui sont en détresse. La question n'est pas de savoir quel est leur statut, la question est de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'ils soient soignés convenablement, qu'ils soient logés, qu'ils soient nourris. Et ensuite, on a le temps de gérer les problèmes administratifs et de statut légal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la région, Fabien Minguin? Parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi on a annoncé ce centre, pour après dire qu'il faut faire payer par le fédéral. Et il n'y a pas d'urgence, puisqu'on doit attendre le gouvernement de la semaine prochaine pour en parler. Non, il y a une volonté de la région qui, à un moment, veut prendre sa responsabilité face au manquement du fédéral. Et il ne s'agit pas de créer un Calais, comme on a pu l'entendre. Il ne s'agit pas de créer un appel d'air. Je crois justement que c'est ça qu'il faut dénoncer. Ceux qui, aujourd'hui, se servent de cette situation humanitaire pour finalement porter des messages électoraux. La volonté, c'était quoi? C'était surtout à un moment de répondre à une urgence sanitaire également. On sait, et on l'a vu, que les premiers rapports qui sont menés par les communes de Schaerbeek, par notamment le ministre Gozon, font état de cas de gale, de tuberculose. Il faudrait pouvoir organiser un dépistage. Pourquoi on ne le fait pas? Mais parce que le fédéral ne veut pas. Et donc le fédéral ne veut pas répondre à cette demande sanitaire, humanitaire aujourd'hui. Pourquoi on a annoncé qu'on allait le faire alors? Nous, on a essayé à un moment de prendre nos responsabilités au sein du gouvernement bruxellois et d'annoncer qu'on était prêt à venir suppléer le fédéral, à collaborer pour essayer de trouver une solution qui pouvait arranger tout le monde pour répondre à une situation humanitaire. Certains préfèrent finalement faire de la propagande électorale sur cette situation qui est finalement, comme je le dis, une situation avant tout humanitaire. Mais on n'a pas compris pourquoi on l'annonçait pour dire que c'était quelqu'un d'autre qui allait payer. Il y a quand même quelque chose qui est... Non, l'annonce du ministre Verwoerd, c'était « essayons de débloquer la situation ». La région lance un appel, est prête à mettre une partie des moyens pour le faire. Il faudrait que le fédéral suive. C'est de nouveau pas le cas, mais c'est véritablement parce qu'il y a une volonté... Oui, c'est ça, mais il y a une volonté au moins à la région. On ne sent pas la même volonté au sein du gouvernement. Il n'y a pas de volonté. S'il y avait eu une volonté, il l'aurait fait. Jan van den Dries. Alors, pas de volonté du fédéral. Il n'y a pas une volonté au niveau de la région, et je comprends ça tout à fait parce que je trouve ça vraiment une très mauvaise idée. Pourquoi? Mais bien, parce que naturellement, ce sont des gens qui n'ont pas de statut et ils ne sont pas préparés à demander un statut ici. Donc ils ne veulent pas se régulariser. Pourquoi? Parce que naturellement, ils voudraient émigrer vers l'Angleterre. Donc parce que c'est un hub temporaire, rester temporairement ici pour aller vers l'Angleterre.
con se passe à Calais. Donc c'est un Calais bis. Tout le monde connaît les problèmes, je dirais, au Calais, parce que, par exemple avec les transporteurs, etc. Et on va importer ce problème. Je crois que le bourgmestre de Calais doit être bien content. On va importer ce genre de problème ici dans le centre de Bruxelles. Je ne comprends pas. Et qui sera le vrai gagnant? Qui sera le vrai gagnant? Ce sont les trafiquants d'êtres humains qui vont gagner sur ces gens, parce qu'alors, vous savez ça aussi, ça va attirer des nouveaux gens avec ces trafiquants qui disent, voilà, on a trouvé une route pour l'Angleterre. D'accord, Johan van den Dries, ça c'est pour essayer de décourager les suivants. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont là? Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? C'est en principe la responsabilité de la ville. Ces gens n'ont pas d'abri. Oui, moi c'est l'autre. Non, mais c'est vrai. Les gens sans abri, c'est la responsabilité de la ville. Et c'est pour ça aussi que bourgmestre Cloos a travaillé bien ensemble avec Theo Frank pour en effet voir ce qu'on pourrait faire. Et Cloos a donné toute la coopération à Franken parce qu'il n'aimait non plus ça dans sa ville. Ouais. Fabien Minguin, donc Cloos a bien travaillé. Monsieur Van den Dries essaie de dévoyer de nouveau la question sur le débat politique de fond de la question de l'asile. Ici, on a des gens qui sont là, qui sont sur cet espace public et dont il y a une situation humanitaire à régler. Je le dis, les rapports qui reviennent du terrain font état de gale, de tuberculose, il y a un risque sanitaire, il faut pouvoir encadrer ces gens qui sont là. Monsieur Van den Dries peut fermer les yeux, essayer de regarder de l'autre côté en disant « moi je m'en occupe pas ». Entre-temps, ces gens sont là, il y a une responsabilité politique. Aujourd'hui, l'ANVA, pour des fins électorales, ne veut pas prendre sa responsabilité. Et je rejoins ce que M. Gueudry dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. La responsabilité surpasse la situation spécifique. Il faut, je dirais, avec responsabilité, voir comment est-ce que vous répondez la situation. Et si c'est tellement urgent pour ces gens, et ça je peux comprendre, pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas leur demande d'asile? Pourquoi? Ça, je voudrais une fois savoir. Alors là, il y a une réponse, parce qu'on a fait une émission là-dessus cette semaine. Beaucoup ont peur d'être envoyés dans le premier pays européen où ils sont arrivés, c'est-à-dire en Italie et en Grèce, où là, ils risquent de ne pas se faire accepter comme demandeurs d'asile, à la différence de la Belgique, où ils pourraient se faire accepter. Exactement, mais la Belgique et Bruxelles ne savent pas résoudre le problème de toute l'Europe. Michel Gueux. Vous dites quelque chose de terrible, en gros, sur l'appel d'air. Vous dites que plus il y aura des gens qui auront la tuberculose, qui vivront dans la crasse, qui seront dehors dans le froid, moins il y en aura d'autres qui viendront. Donc qu'ils aient la situation la pire possible. Non, ça j'ai pas dit. Si, ça j'ai pas dit. Et en tout cas, j'ai pas voulu dire ça. Il faut pas changer mes mots. C'est la conséquence de votre non-action, c'est en tout cas celle-là. Vous avez dit que les gens iront peut-être ailleurs. C'est plutôt ça, à mon avis, que vous vouliez dire. Je vous propose de passer à un autre thème aussi qui va diviser nos invités, je suppose. C'est les grands projets bruxellois. Alors, il y en a beaucoup, des grands projets bruxellois, du Grand Stade au musée Citroën, en passant par le Pâté Palace ou la rénovation qu'on annonce du Palais de Justice. Et il y a comme une maladie bruxelloise qui empêche ces grands projets de se faire. Le point de vue du MR Gaëtan Van Guatsenove, c'était mercredi dans l'interview. On adore annoncer les choses sans prendre beaucoup de précautions sur les suivis. Voilà, on a capté l'attention médiatique et après le projet va sa petite vie dans son petit coin. Mais fondamentalement, il y a là de réels problèmes et il y a peut-être aussi un problème de manque de coordination entre les différents responsables gouvernementaux qui manifestement ne parviennent pas à mettre leur énergie en commun pour faire en sorte d'accoucher dans les meilleurs délais les projets qui sont pourtant les plus nécessaires à notre ville. Je suis un petit peu préoccupé quant à la capacité de pouvoir mener de grands projets. On parle de celui-là, on pourrait parler aussi de Citroën. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a à Bruxelles cette capacité, ne fût-ce que technique, d'accompagner et administrative, d'accompagner ce genre de grands projets? On pourrait aussi parler de la question des tunnels. On voit là aussi que l'accompagnement administratif, juridique et technique de ces grands projets, de ces grands dossiers, parfois très compliqués, fait défaut. Et là aussi, il y a des faiblesses. Il faudrait les mettre en lumière.
Alors Christophe Ginisti, est-ce qu'il y a une maladie bruxelloise des grands projets? Alors non, il n'y a pas une maladie bruxelloise des grands projets, ça existe pratiquement dans tous les pays du monde, parce que l'idée de grand projet, c'est un acte de communication. C'est avant tout un acte de communication, où l'homme politique ou la femme politique, par ce grand projet, veut marquer sa présence, son impact dans le temps, et essaye de trouver quelque chose qui va lui rester, qui va passer à la postérité. Donc c'est la volonté de faire un acte de communication qui est un acte profondément égocentrique, présenté pour la société, mais qui consiste à dire, ben voilà, moi, j'ai eu l'idée de ce truc fabuleux, et on va le faire. En pensant que rien que le fait de le dire, ça va exciter tout le monde, ça va faire sourire tout le monde va se sentir heureux, etc. Et effectivement, comme votre invité de cette semaine le disait, au moment où on le dit, on ne se pose pas la question de savoir si c'est faisable, si ça va se faire. On espère éventuellement que les conditions seront telles, que l'enthousiasme sera tel, que finalement ça va se faire. Mais c'est un coup de poker, c'est profondément un coup de poker, et ça se passe dans tous les pays du monde. Alors on va commencer avec un exemple, le Grand Stade. Alors Johan van den Dries, vous êtes contre ce Grand Stade depuis le début, hein, vous n'en voulez pas. Et donc, pour vous, est-ce qu'il va sortir de terre ou pas? Écoutez, j'étais contre parce que je ne voyais pas la raison pour laquelle ce stade serait bâti, je dois dire. Ouais. Et voilà, c'est un peu confirmé. Pour qui est-ce qu'on bâtit encore ce stade? Pas pour le Royal Sporting Club Anderlecht, pas pour le championnat, je vais en dire un mot en plus, et pas pour la plupart des matchs de l'équipe nationale. Quel est le problème à l'heure actuelle? La société qui voudrait exploiter le stade, qui construit le stade, Gelamco a rentré une nouvelle demande de permis de bâtir. Et voilà, ça suit son chemin, mais l'UEFA voudrait quand même avoir une sorte de status report pour le 20 novembre. Ouais. Et selon les spécialistes et selon moi, le gouvernement flamand ne va jamais y arriver à avoir le conseil de l'administration flamand sur, je dirais, ce projet. Ça veut dire que le gouvernement flamand n'en veut pas non plus, parce qu'on avait l'impression qu'au début, tout le monde le voulait, ce grand stade. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup, le gouvernement flamand peut que prendre acte de la situation. La vraie question est-ce que le projet du stade rentre dans la réglementation urbanistique de Parking C. Et là, les spécialistes, la plus grande partie des spécialistes ont des grands doutes. Il y a même des gens qui disent ça ne rentre pas dedans. En plus, il y a les grands problèmes de mobilité. Donc, ce n'est pas le gouvernement flamand qui va résoudre le problème. Les problèmes sont au fond créés en, je dirais, créant ce grand projet mégalomanique. C'est-à-dire en le mettant en Flandre, alors que si on l'avait peut-être mis ailleurs, peut-être ce serait plus simple. Fabien Minguin, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce stade? Est-ce qu'il doit exister ou pas? Je crois que malheureusement, c'est ce qu'on avait dénoncé comme risque au début, quand le choix sous le gouvernement régional bruxellois précédent avait été fait de mettre ce stade sur ce terrain de la ville, mais situé en Flandre. On avait dit, c'est se mettre la tête dans la gueule du lion. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est ça. Le projet est complètement embouteillé. On a plusieurs fois alerté l'échevin et maire à la ville de Bruxelles sur le fait qu'il fallait prévoir un plan B. On nous a toujours chanté, Madame la Marquise, tout va très bien, on va tenir les délais. On a vu les erreurs aussi de gestion qui finalement donnent aujourd'hui les arguments à la Flandre pour refuser le projet. On a ce sentier vicinal, les propriétaires, ils n'ont même pas été capables d'anticiper qu'il y avait ce sentier sur leur terrain. Et donc aujourd'hui, ils ont servi finalement la soupe au projet politique de ceux qui ne veulent pas de ce stade national en Flandre, parce que ça vient sans doute troubler leur vision politique. Donc ça, ce sera le 20 novembre. Sur les autres projets bruxellois, Fabien Minguin, est-ce que vous êtes plus optimiste? Non, enfin... oui, le piétonnier. Le piétonnier, que ce soit le piétonnier, que ce soit le musée. Moi, quand j'entends M. Van Guatseno, il y a sans doute une maladie, mais peut-être pas bruxelloise, mais belge. Et c'est un peu la politique du gouvernement fédéral qui, dès qu'il s'agit de venir aider des projets bruxellois,
on fait tout pour bloquer. Le musée Citroën est sans doute le meilleur exemple. On a là un musée qui veut être bâti, on a la région qui prend de nouveau une décision, une responsabilité, et puis à un moment, quand le gouvernement fédéral doit mettre les œuvres à disposition, ah non, alors voilà, là on a trouvé des solutions alternatives. On se débrouille sans le gouvernement fédéral. On se débrouille sans, mais c'est cette volonté systématique de mettre à mal les projets bruxellois. C'est la même chose sur le piétonnier avec Belliris qui traîne dans la réalisation et les conflits internes au MR entre M. Renders et M. Courtois. Et donc on voit bien que finalement cette maladie aujourd'hui, c'est un peu le projet politique bruxellicide de ce gouvernement fédéral. Et donc là-dessus, moi quand j'entends M. Van Gatsenau, j'ai parfois un peu assez du numéro de cirque que nous sert le MR qui coupe les oignons au fédéral et pleure à la région bruxelloise. Alors Johan van den Dries, est-ce que le gouvernement fédéral veut tuer les projets bruxellois? Mais non, pas du tout. Et il y a beaucoup d'exemples et le piétonnier est un très mauvais exemple parce que tout le monde est d'accord que la façon que ce projet a été conçu, géré, communiqué, c'est un grand problème partout. Ça, vous êtes d'accord? Donc ça n'a rien à faire avec le fédéral. Oui. Deuxièmement, il y a palais de justice. Oui. Et palais de justice, après 20 ans, enfin, il y a une solution en route. Malgré Bruxelles. Là, typiquement, en termes d'effet d'annonce, sur le palais de justice, on a effectivement le ministre Jambon qui annonce un grand master plan qu'il va prendre, mais il n'y a rien de concret derrière pour l'instant. On est aujourd'hui dans l'effet d'annonce. Attendez, Fabien Minguin. Je vais être très concret. Vous avez déjà l'annonce. Pourquoi est-ce que les derniers gouvernements fédéraux n'ont rien annoncé? Parce qu'ils n'ont rien fait. Ici, il y a maintenant un plan spécifique. Ça un effet d'annonce. Non. Les travaux, il faut faire une distinction entre la construction des salles d'audience et les façades. Les salles d'audience, là, encore cette année-ci, on va lancer l'offre publique pour la construction. La construction va commencer en 2018 et doit être prête en 2020. En ce qui concerne les façades, on doit, malheureusement, parce que les plans, on n'a pas pu trouver. Donc, on a pu faire des nouveaux plans. On doit faire des recherches, on peut faire des études. Ça va prendre 2 ans, mais il y a l'engagement de commencer en 2020 et que ça soit fini en 2020. On vous invitera à ces moments-là. C'est quand même bien, c'est quand même quelqu'un qui prend l'initiative pour essayer de faire quelque chose. Alors parlons du Pâté Palace, par exemple, Fabien Minguin, parce que là aussi, il y a eu un effet d'annonce, on va l'ouvrir, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, là, et là, personne ne veut aider le Pâté Palace, ni la ville, ni la région, ni la COCOF. Mais je crois que là... Ah, tiens, pas la fédérale. On n'a pas demandé l'avis du fédéral. Mais peut-être qu'il faudrait. Mais par contre, c'est vrai que Pâté Palace est un enjeu et il faudra qu'à un moment, la ville, la région et la fédération trouvent une manière de porter ce projet. Je crois que ce projet a mis très longtemps à se réaliser, qu'aujourd'hui, il faut le faire tourner. Il faudra sans doute peut-être regarder comment le privé peut aussi amener une vie dans ce projet. Je crois qu'il faut redéfinir en réalité ce projet. Je crois que ça doit se faire en concertation certainement avec la ville, la région et la fédération. Le mot de conclusion... Rien spécifique, rien concret. Non, pour l'instant, non. Ouais, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci à la fédération Wallonie-Bruxelles. C'est quelque chose sur lequel je suis tout à fait d'accord. Michel Gueux. Un problème fondamental d'indigence. Pâté Palace, vous en parlez. Asquin a acheté ça en 2001. Nous sommes en fin 2017, on est toujours nulle part. Le RER, 35 ans. Le Palais de Justice, 20 ans. C'est hallucinant. On a construit tout le chemin de fer belge en moins de temps qu'on a fait une ligne de RER entre Ottigny et Bruxelles. C'est hallucinant. Mais on ira encore plus vite avec notre prochaine rubrique. Ça va se faire très vite, en quelques secondes. On va passer aux têtes d'affiche. Alors, je vous propose une pause visuelle, messieurs. Je vais vous présenter 4 visages de personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. On va commencer par vous, Johan van den Dries. Je vais vous demander de choisir une de ces personnes et vous pourrez réagir sur cette personne. On commence par Joël Milquet, nouvelle conseillère spéciale et bénévole de Jean-Claude Juncker, Felipe VI, le roi espagnol qui tense les Catalans, Hens van Azebroek, entraîneur passé de Gand à Anderlecht, et enfin Christelle Lemaire, la première femme au marathon de Bruxelles qui vaut moins cher que le premier homme au marathon de Bruxelles. Alors qui choisissez-vous, Joël Milquet, Felipe VI, Hens van Azebroek ou Christelle Lemaire? Van Azebroek. Je crois que le Royal Sporting Club Anderlecht a fait une bonne chose. Oui, c'est une bonne acquisition. Oui.
Oui. Ah ben, on verra ça déjà dans les prochaines semaines. Alors vous, Fabien Minguin, je vais vous proposer 4 autres personnes. On va commencer par quelqu'un que vous connaissez bien, Christophe Magdelaens, qui veut fusionner Oderghem et Watermal-Boisfort. Vincent Compagnie, le diable qui promotionne le bilinguisme à Bruxelles. Nous avons Marine Agy, l'écolo, passé à défi, à vos côtés. Et enfin, Madame Sans-Gêne, comme certains l'appellent, Pascal Peretta, qui veut revenir au SAMU social. Alors Fabien Minguin, qui choisissez-vous? Christophe Magdelaens, Vincent Compagnie, Marine Agy ou Pascal Peretta? Sans surprise, Marine Agy. Effectivement, on a annoncé donc, cette volonté de créer un groupe commun au Conseil communal de la ville pour présenter une alternative avec un projet de ville qui, justement, veut reporter les questions de gouvernance, veut porter les questions de ville durable, de participation citoyenne et de laïcité. Donc, je trouve que c'est un nouveau défi, un nouveau projet, et j'espère une alternative politique qu'on va pouvoir présenter. Vous avez grandi votre groupe tout d'un coup, en plus. Ça permet effectivement au groupe Défi aujourd'hui d'être composé de 2 défis, de 2 indépendants, mais de 4 personnes au conseil communal. Mais c'est surtout vers l'avenir qu'on regarde et le projet qu'on entend présenter ensemble lors des élections communales de 2018 pour apporter une sanction, mais aussi une alternative à la majorité actuelle à la ville de Bruxelles. Johan Van Nodries, vous aviez fait des propositions à Marine Agy pour rejoindre la NVA Pas vraiment. Non, pas vraiment. Alors, c'est la semaine du commerce équitable, mais parfois on se demande si le low cost est vraiment équitable lui aussi. En tout cas, le ministre CDNV, Chris Peeters, a décidé d'attaquer Ryanair pour non-respect du droit de consommateur. Et en plus, le patron de Ryanair, ça c'était vendredi, il s'est même excusé. Il ne s'est pas excusé auprès du public. Il a écrit « Je vous écris pour m'excuser personnellement auprès de chacun d'entre vous », c'est pas le public, pour les perturbations que vous avez vécues dans vos calendriers de jours de congés ces dernières semaines. Nous s'excuser auprès de ces pilotes et pas auprès du public. Alors, je vais vous demander, c'est Julie Frère, quelle est votre réaction par rapport à toutes ces sagas du low-cost Ryanair? Je voudrais juste corriger une petite chose, parce qu'ils se sont quand même adressés aux consommateurs. Nous, on a reçu la semaine passée un courrier de réponse à la mise en demeure qu'on avait adressée à Ryanair, dans lequel Ryanair s'engage fermement à respecter la réglementation. Bon, évidemment, on ne se base pas sur une promesse pour être satisfait, on va vérifier en pratique si tout ça est bien respecté. Et dans ce courrier qu'ils nous ont envoyé, ils ont montré en annexe les emails personnalisés qui seraient envoyés à chaque passager lésé par les annulations, avec dans ces emails un mot d'excuse également. Donc il n'y a pas de communication officielle, mais une communication individuelle qui doit avoir lieu vers les consommateurs. Alors je crois qu'on a dit beaucoup de choses sur Ryanair, ça fait des semaines que je n'en dors plus. Mais ce que je pense qui est quand même important, c'est que vous parlez de low cost, mais il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'on est dans une compagnie low cost qu'on a des consommateurs low cost, c'est-à-dire qu'on aurait des consommateurs qui auraient des droits qui seraient moins bien respectés que les droits des consommateurs qui bookent avec une compagnie classique. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans les premiers temps, une communication extrêmement confuse, pas d'information correcte des consommateurs, pas un mot de l'indemnisation légale qui doit normalement être octroyée. Donc il y a eu de sérieux manquements. Donc nous sommes contents que le ministre Peeters ait décidé d'introduire cette action. Et nous, de notre côté, on va évidemment analyser si Ryanair indemnise effectivement, et sinon on est déjà en train d'analyser les pistes judiciaires. Christophe Génisty, ils ont bien communiqué là-dessus, Ryanair? Non, mais Ryanair se fiche vraiment du monde, se fiche vraiment du monde de ses consommateurs. Ryanair est une machine qui est une machine implacable, qui essaie de tirer les choses vers le bas, en ayant une stratégie qui est une stratégie jusqu'au boutiste, avec des successions de bras de fer dans beaucoup de pays d'Europe, parce qu'il n'y a pas qu'en Belgique où se passent des choses comme ça. Il y a eu des bras de fer qui se sont déroulés à Marseille, dans le sud de la France, et où Ryanair avait voulu engager des personnels au droit irlandais et non pas au droit français, et ils se sont dit voilà, si vous nous empêchez de faire ça, nous on se barre. Donc cette société est une succession de bras de fer insupportables au détriment du consommateur. Mais depuis qu'ils sont arrivés, les vols sont moins chers. Donc il y a plus de gens qui voyagent quand même. Oui. Ça a démocratisé le voyage. Ça a démocratisé. Aurore Pénois. Effectivement que les vols soient moins chers. C'est vrai que sur le prix initial, ça peut arriver. Alors en plus, ils sont dans une énorme campagne qui est presque ironique en ce moment. C'est presque se foutre ouvertement de la gueule du consommateur, où ils revendent des tickets pour des avions qui parfois sont déjà pas assurés. Donc oui, c'est assez flagrant en tout cas ce qui se passe en ce moment avec eux. C'est honteux. Fabien Minguin.
Oui, je crois effectivement que mais c'est aussi tout un modèle économique qui aujourd'hui commence à craquer, et je crois qu'il est urgent de revenir sans doute au respect du droit du travail, au respect du droit des consommateurs, et je crois et j'espère que cette situation assez inédite, même si ce n'était pas le premier bras de fer, mais qui a à ce point explosé cette fois-ci, va permettre de faire évoluer, mais j'ai quand même de gros doutes quand on connaît la personnalité du directeur de cette compagnie. Johan van den Ries, le low-cost, c'est si négatif que cela? Comme c'est déjà dit, naturellement, ça a des avantages aussi, parce que ça a démocratisé les voyages. Et je crois aussi qu'il doit y avoir quelque part quand même un équilibre entre ce qu'on paye et ce qu'on peut obtenir de services. Donc un juste prix, un bon rapport qualité-prix, comme voilà, on dit. Mais ça, c'était pas en ordre avec ce qui s'est passé, et je trouve ça tout à fait correct qu'au niveau fédéral, on a intervenu. Je trouve ça tout à fait correct. Le fédéral a pris ses responsabilités. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous propose... Ah oui, reprenons encore un dernier mot. Un dernier mot, peut-être, si on peut retenir un truc positif justement de toute cette affaire Ryanair, c'est que ça a au moins mis à grande échelle la lumière sur les conditions de travail de tous ces pilotes et du staff, dont la majorité des gens qui souvent volent avec Ryanair n'ont pas la moindre idée. Après, c'est peut-être aussi un peu... Ils seront plus compréhensifs dans les vols, dans les cabines. C'est peut-être de se dire, à un moment, il faut arrêter. Très bien. Dernier sujet, on reste un peu dans l'aspect consommation. Cette semaine, c'est le mois européen de la cybersécurité. Une campagne a été lancée début de semaine contre le phénomène du phishing, le hameçonnage en français. Reportage de Katharina Le Thor et Thierry Dubocquet. Savez-vous identifier les faux messages à temps? C'est la question posée par une nouvelle campagne de sensibilisation à la cybercriminalité. Un message anodin, voire une très bonne nouvelle. Et non, vous n'êtes peut-être pas si chanceux, car derrière ce cœur ou même cette contravention de police se cache une arnaque ou un virus. La police ne va jamais envoyer ces amendes par mail. C'est ce qu'on appelle le mail phishing. Un mail qui vient d'un criminel qui a comme but d'infecter votre machine avec un virus ou de voler vos informations. Aujourd'hui, 9% des internautes belges en ont déjà été victimes et y ont perdu de l'argent. Le but est de reconnaître les mails phishing, de savoir d'abord que tous les mails qui rentrent ne sont pas des mails corrects, qu'il y a des mails malicieux. Il faut savoir les reconnaître, il faut savoir comment réagir. Car si les campagnes précédentes visaient à lutter contre la cybercriminalité, celle-ci veut surtout prévenir l'usager. Affiches, vidéos, mais aussi des tests sur Internet, tout pour informer l'utilisateur. Règle numéro 1. Si une promotion est trop belle pour être vraie, en général, elle n'est pas vraie. Mais ce n'est pas tout. Le lien, l'adresse mail, l'heure, la date, le ton du message ou encore le support utilisé, les indices sont partout. Encore faut-il savoir les identifier. Ici, avec cette campagne, on espère que tout le monde va être mieux prêt à identifier des vrais phishing mails et aussi de réagir là-dessus en envoyant ces mails vers suspect@safeonweb.be. La campagne propose donc aussi de reporter les messages suspects objectifs, recenser les adresses et sites malicieux, les supprimer et à terme nettoyer l'Internet de la cybercriminalité. Alors, Européenois, cette cybercriminalité, on en parle beaucoup, et là, le phishing, tout le monde en est victime, en fait. Tout le monde, d'ailleurs, les 9%, ils expliquent effectivement, c'est les gens qui ont payé. À mon avis, les personnes qui se sont fait un jour hameçonner, je pense qu'on est tous déjà autour de la table, c'est arrivé à peu près à tout le monde. Je crois que le gros problème aussi, c'est finalement la communication et la formation. Est-ce que... Je suis sûre. Non, moi pas. Non, moi je suis sûre que si. Je suis très méfiant. En fait, c'est vraiment d'apprendre aux personnes à effectivement les reconnaître. C'est vraiment Mais il n'y a pas que le phishing, en fait, c'est toute l'apprentissage des nouveaux médias, de tout ce qui est Internet. Et ça fait des années que ça devrait être déjà en place, effectivement. C'est facile peut-être pour les plus jeunes, mais pour les personnes qui ont plus de 40 ans, on va dire, pour le dire gentiment, c'est parfois pas toujours facile. J'ai un héritage pour toi de 900 000 € si tu donnes tes coordonnées. Au Nigeria. Christophe Ginisti, vous vouliez ajouter? Oui, le phishing, c'est évidemment très dangereux. C'est pas toujours à des fins criminelles. C'est souvent à des fins commerciales. C'est de récupérer des données, personnelles. Ça n'est pas forcément uniquement par email. Il y a sur les réseaux sociaux des publicités qui sont des phishing. Il y en a une la semaine dernière qui était un phishing organisé sous couvert de Lufthansa
à l'occasion de l'anniversaire des 65 ans de Lufthansa, nous vous faisons gagner un voyage gratuit. Il fallait cliquer sur la publicité, aller sur un site qui avait l'air d'être Lufthansa, etc., remplir tout un tas d'informations, nom, prénom, adresse, email, numéro de téléphone, etc. Numéro de carte de crédit, non? Non, pas numéro de carte de crédit, mais ces informations, il faut savoir que ces informations, même sans aller jusqu'à la carte de crédit, sont des informations sensibles, parce qu'il en va de l'intégrité de la vie privée de chacun, et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à le fait de donner sa carte de crédit pour être piégé. Julie Frère, vous êtes fait déjà piéger, vous? Non, jamais. Mais je suis, comme vous, très méfiante quand je reçois ce type d'email. Mais je voudrais simplement aussi mentionner que nous, on a lancé un site web qui s'appelle cybersimple.be, où on collabore notamment avec le Centre pour la cybersécurité et où on donne des conseils, mais sur toute une série de domaines. Il y a plein de conseils pour éviter le phishing, mais aussi l'e-commerce, sécuriser son Wi-Fi, etc. C'est vraiment les enjeux maintenant de sécurité à notre époque. Johan van den Driest, sur ce genre de thème-là, tout le monde a l'air d'accord, il faut sanctionner. Exactement. Je crois que la communication doit peut-être encore un peu augmenter. Il faut que les gens soient suffisamment sensibles. Et je trouve aussi qu'une fois que quelqu'un a l'air d'être en contact avec ce genre de mail, il doit aussi naturellement prévenir le service. La personne l'a dit dans le reportage, mais elle a peut-être un peu dit trop vite. Et parce que le nom, je vais encore une fois répéter, suspect at safeonweb.be, parce que ça marche. J'ai des exemples et je les envoie et je reçois d'office de retour des réponses. Donc, c'est ça qu'il faut faire aussi. Mais donc, il y a beaucoup de gens qui essayent de vous hameçonner avec des héritages et du pétrole. Oui, si on a différentes adresses d'email, les gens essayent. Fabien Maguin. Oui, on voit toute la nécessité. C'est vrai que c'est bien d'avoir une campagne qui justement fait cette éducation finalement à l'utilisation de l'Internet. C'est vrai qu'on reçoit tous les jours des mails et des tentatives, donc c'est vraiment très bien. Et c'est vrai qu'il y a une vraie nécessité d'agir. Et bon, si le fédéral peut encore même renforcer la Federal Crime Unit, ce serait encore mieux. Ça permettrait aussi d'avoir le suivi. Eh bien, c'est extraordinaire. J'ai l'impression qu'on est ici dans le monde merveilleux des bisounours. Et on va passer au coup de cœur. Ce sera peut-être encore l'occasion de partager plein de choses ensemble. On va commencer par vous. Aurore, vous vouliez nous parler de danse, de théâtre, de danse. Un petit peu des deux. Alors, début de semaine, je suis allée voir Amor, qui a toujours lieu en ce moment au Théâtre National. Mauvaise nouvelle, il n'y a quasi plus de place. Mais par contre, c'est l'occasion déjà de penser à réserver peut-être pour Cold Blood, si vous ne connaissez pas cette pièce dans spectacle extraordinaire qui est notamment derrière la plume de Thomas Gunzig, de Jacob van Dormael. Vous n'avez rien entendu. Je vous en parle maintenant parce que les réservations sont ouvertes. Ça a lieu à partir de la mi-décembre. C'est somptueux. En fait, ce que vous allez découvrir sur l'écran de votre théâtre est en fait tourné en temps réel sur la scène. C'est pour tous les publics, c'est pour les grands, pour les petits. C'est somptueux, magnifique. Je vous prie de courir. Et c'est déjà bientôt complet, donc ne traînez pas. Très bien. Alors vous, Christophe, vous vouliez nous parler de bière. Oui, je voudrais vous parler de bière, d'une bière qui vient de sortir, une bière bruxelloise qui vient de sortir. Elle s'appelle la Sainte Cat. Je ne sais pas si on la voit. Oui, si on la voit très bien, mais je vais prendre deux verres pour nos invités. Alors cette bière a été produite par... c'est l'initiative du prêtre de la paroisse de Sainte-Catherine à Bruxelles, qui s'est dit, le père Jérémy, qui s'est dit, tiens, pour financer les besoins de la paroisse, pourquoi ne pas créer une bière? Et il est allé voir Bière Bruxelles, il a demandé à créer une bière spéciale, spécifique, et dont il a lancé officiellement la commercialisation la semaine dernière, jeudi. Il faut peut-être que vous serviez vos camarades là. Absolument, je serve mes camarades. Mais je propose que vous goûtiez. Allez-y, Fabien, Johan. Si vous n'êtes pas contre la bière, vous pouvez goûter un petit peu. Et donc c'est la Sainte Cat, c'est une bière que l'on retrouvera, notamment me l'a dit le père Jérémy, dans le quartier Sainte-Catherine, puisque beaucoup de commerçants ont accepté de commercialiser ce breuvage. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, franchement, c'est pas mal. Pas mal du tout. Oui. Trop amer. Très bien. Est-ce qu'on a vu le père Jérémy?
Voilà. Est-ce qu'on l'a vu? Oui, alors, très bien. On va passer à Julie Frère. Moi, je veux juste rebondir. Je suis très heureuse parce que je vais voir Amor la semaine prochaine. Donc, maman, tu m'as donné encore plus envie d'aller le voir. C'est pas les mêmes spectacles. Pas tout à fait pareil. Mais j'ai vu Cold Blood aussi, c'est magnifique, donc j'appuie. Moi, mon coup de cœur, il date de vendredi. Il y a eu un vote qu'on attendait chez Tessacha depuis très longtemps sur ce qu'on a appelé la taxe tampon. Alors, la taxe tampon, c'est simplement au fédéral. Tout à fait. C'est le fait de taxer à 21% les tampons, protections hygiéniques et cups que nous estimons être des produits de première nécessité. Et donc on s'était allié avec un collectif qui s'appelle Belge et Culotté pour demander la diminution de cette taxe de 21 à 6%. Il y a eu pas mal de péripéties, ça a pris du temps pour que tout le monde se mette d'accord, mais c'est passé en Conseil des ministres ce vendredi, ça va passer maintenant au Conseil d'État. Et donc on est vraiment ravis de cette nouvelle, c'est une belle victoire pour nous et notre collaboration. Une baisse de TVA, c'est toujours une bonne nouvelle. Pour toutes les femmes qui utilisent ça environ 40 ans dans leur vie, c'est une vraie diminution d'un coût c'est bien important. pour le pouvoir d'achat. Et donc c'est tout à fait. Pour acheter de la bière. Oui. Michel Gueude. Alors moi je vous parle d'un roman qui s'appelle La fin de la solitude. C'est un jeune romancier allemand qui a 33 ans. Il raconte l'histoire de trois enfants dont les parents sont soudainement tués dans un accident de voiture. Et donc c'est l'histoire du contre-coup de ce traumatisme. Comment fait-on dans la vie avec quelque chose dont en général on n'arrive pas à parler. Et donc on a vu cette semaine sur une autre chaîne de télévision 2 femmes qui parlaient de la douleur de ne pas arriver à parler. C'était sur France 2, dans On n'est pas couché. Oui. Voilà. Eh bien c'est le même thème, mais c'est raconté de manière moins tragique, moins douloureuse. Mais toute la vie de ces 3 frères et sœurs qui, à des moments divers, vont se trouver confrontés à la nécessité d'en parler, de ne pas savoir en parler, d'en parler autrement, de ne pas trouver les bons mots, de garder des secrets et comment leur vie va être totalement marquée définitivement par le drame qui leur est arrivé dans l'enfance. Moi, mon coup de cœur, c'est un album de BD qui sort mercredi. Benoît Socal et François Skeuten collaborent pour une première fois. Le premier au dessin, le second au scénario. Et ils ont accouché d'Aquarica, l'histoire d'une jeune fille qui voyage à bord d'un monstre des mers. Et c'est aux confins des mondes de Socal et de Skeuten. C'est étonnant et envoûtant. Le premier épisode s'appelle Road Haven. C'est à découvrir aux éditions Rue de Sèvres. Je vous le conseille. Avant de demander les coups de cœur de nos invités, je voudrais savoir cette bière. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux vraiment goûter, hein, oui, c'est ça. Ben oui, moi, j'ai ici de ce côté-ci, j'ai pas pu goûter. Bon, c'est gentil. On en parle. Mais c'est pas la peine de venir à 2. Oui. Elle est très bonne et bon, c'est une chouette brasserie. Hein. Ils en ont plusieurs autres. Merci beaucoup. C'est même Fabien Minguin. L'exemple du redéploiement de ce quartier Sainte-Catherine, qui vraiment revit avec véritablement un quartier qui se redéveloppe bien, avec ces microbrasseries qui apportent à l'économie bruxelloise un peu un vent de fraîcheur, etc. Et donc effectivement, outre la bière qui est très agréable, un chouette projet aussi de ville au sein de notre région. Un petit couplet sur la bière, Johan van den Dries. Parce qu'il y a aussi un autre projet, c'est le temple de la bière à la Bourse. Exactement. Donc, ça, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. Pour une autre discussion. Je crois que c'est ça pour lundi au conseil communal. Ah ben voilà. Vous en parlerez lundi. Sinon, sur la bière, c'est extraordinaire. Oui, parce que je trouve ça, la bière, un bon goût. Mais et pas trop dur, très léger. Oui. Ce sera bien pour les touristes alors. Alors, je vais vous demander à vous deux si vous avez des coups de cœur à proposer, quelque chose à faire à Bruxelles ou ailleurs. Fabien Minguin, il y a pour l'instant la quinzaine de la solidarité internationale jusqu'au 15 octobre. Le programme complet est disponible sur le site de la ville et je crois que c'est justement des festivals, des rencontres, des animations dans la ville qui permettent de rapprocher un peu tout le monde, de se conscientiser, notamment sur les questions migratoires. Et donc, c'est très intéressant à aller découvrir. C'est porté par l'ASBL Brissy et donc je crois que c'est des chouettes activités en tout cas à faire et j'invite tout le monde à aller voir le programme et aller justement à cette rencontre des cultures au sein de notre ville. Vous invitez Johan van den Dries à y aller? Ça lui fera certainement le plus grand bien. Johan van den Dries, c'est vous? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors j'ai aussi une très bonne invitation pour mon collègue hors Cold Blood parce que Cold Blood pour Van Dormaal c'est vraiment extraordinaire et très spécial aussi comme atmosphère. C'est un hasard, mais la semaine prochaine, ça commence les prochains jours, la semaine prochaine, Bruxelles Mon Amour organise la semaine du néerlandais ici à Bruxelles, avec certaines conférences, mais il y a aussi beaucoup de musique, il y a beaucoup
d'activités dans des différents cafés et on peut trouver tout le programme à la page de Facebook Bruxelles Mon Amour. Très bien, voilà, comme ça chacun a donné son petit conseil et donc Fabien Minguin, il faudra aller voir sur la page Facebook de Bruxelles Mon Amour pour parler le néerlandais. Voilà, très bien. Merci aux deux invités, merci aux chroniqueurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Invités, chroniqueurs, je vous remercie encore. Bon week-end à tous.